un homme, un bouton, la fin du monde. C'est du moins ce que Vladimir Poutine veut faire croire. Il menace d'utiliser le feu nucléaire dès que la situation lui échappe. Mais peut-il vraiment détruire l'Occident d'un simple geste? Et quel pouvoir a-t-il réellement? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons pourquoi la menace nucléaire de Poutine est plus complexe qu'il ne le croit. Alors, dissipons ce mythe. Hollywood adore montrer la guerre nucléaire comme un homme appuyant sur un très gros bouton rouge. Quelques secondes plus tard, des champignons atomiques envahissent le ciel. Mais la réalité est bien moins spectaculaire et plus complexe. En Russie, ce n'est pas juste Vladimir Poutine qui choisit seul de ramener le monde à l'âge de pierre. Il doit gérer ce qui s'apparente à une salle d'évasion de la guerre froide. Le système à triple clé Shiget. La chaîne de commandement nucléaire russe repose sur 3 mallettes identiques, appelées Shigets, du nom d'une montagne du Caucase, car les soviétiques aiment les noms de code dramatiques. Une mallette va au président, une autre au ministre de la Défense, et la troisième au chef d'état-major général. Chaque mallette contient un ticket d'or nucléaire numérique, permettant d'autoriser un lancement. Mais ce qui doit sans doute agacer Poutine, c'est qu'il faut les 3 pour lancer la séquence. Les mallettes ne tirent pas de missiles non plus. Elles se connectent à Kavkaz, le réseau secret du Kremlin, qui transmet les instructions à Kazbek, le centre de commandement russe. À partir de là, le signal serait transmis aux forces de missiles stratégiques, qui détiennent réellement, au sens propre comme au sens légal, les clés permettant de transformer la volonté du président en lancement. C'est donc un peu compliqué, comme le processus d'utilisation de la mallette nucléaire américaine, mais c'est une autre histoire. Mais il est également important de se rappeler le délai impliqué dans un lancement nucléaire russe. Tout le système est conçu autour d'une fenêtre d'autorisation de 10 minutes. Il faut plus de temps pour choisir un film sur Netflix que pour que les satellites repèrent les ogives entrantes, que le Kremlin panique et que le système à triple clé décide de la riposte. De façon cruciale, ce délai très court ne signifie pas pour autant que Poutine a carte blanche. Cela signifie que plusieurs personnes doivent se précipiter pour confirmer, revérifier et autoriser dans les conditions les plus stressantes imaginables. Le monde entier a peut-être eu de la chance que la Russie ait mis en place ce système à triple clé à ce moment-là. L'histoire a peut-être dressé des barrières contre le diable sur l'épaule de Poutine. La structure Shiget a été construite au début des années 1980, à la veille de l'effondrement de l'Union soviétique, lorsque même Moscou a compris qu'un seul homme fou avec le doigt sur le bouton n'était pas la manière la plus rassurante de diriger une superpuissance nucléaire. Finalement, le système vise à ralentir, non accélérer, et c'est positif. Nous avons en fait déjà vu ce qui se passe lorsque le monde lance une balle courbe à la Russie. Le système Shiget a été testé en 1995 lorsqu'une expérience scientifique en Norvège a presque déclenché la Troisième Guerre mondiale. C'est l'une des rares fois où un président russe avait la mallette nucléaire ouverte, se demandant si la fin du monde était imminente. Peut-être avons-nous eu la chance que ce n'était pas un jeune officier du KGB nommé Vladimir. Ce matin-là, des scientifiques norvégiens ont lancé une fusée Black Brant 12 pour étudier les aurores boréales. Ça paraît anodin, non? Faux. Les scientifiques n'ont pas considéré que la trajectoire de leur missile rappelait celle d'un missile nucléaire américain Trident, passant au-dessus des pôles. Les opérateurs radars russes, toujours inquiets après la chute de l'Union soviétique, ont donné l'alerte. À Moscou, les alarmes ont retenti, les téléphones rouges se sont allumés, et pour la première et unique fois de l'histoire, la mallette nucléaire russe a été activée pour un président en exercice. Boris Eltsine, mallette nucléaire ouverte, faisait face à la décision pouvant anéantir des villes en minutes. Ce moment a été qualifié de moment le plus dangereux de l'ère des missiles nucléaires. Et pourtant, malgré des systèmes à gâchettes sensibles, la Russie n'a pas lancé. Pourquoi? Parce que malgré tout près, la structure demandait plusieurs confirmations. Les généraux ont évalué, les conseillers ont donné leur avis, et la raison a prévalu. Le temps intégré à leur processus de prise de décision leur a en fait permis de réaliser qu'il ne s'agissait que d'une fusée météorologique, et non d'un présage de la Troisième Guerre mondiale. Les ralentisseurs de la chaîne nucléaire russe valaient le coup à l'époque. Au lieu d'un seul homme appuyant sur un bouton, une salle d'hommes nerveux doutant d'eux-mêmes laissait filer le temps. Admettons, pour l'argumentation, que Poutine, le ministre de la Défense et le chef d'état-major décident tous que le seuil est franchi, et qu'il est temps d'embraser le monde. Cela veut-il dire que des missiles partent aussitôt des silos à travers les steppes russes gelées, hein, Pas tout à fait. Une fois que l'ordre descend de Kazbek, il arrive entre les mains des forces de fusée stratégiques.
Les hommes et femmes dans les silos, sous-marins et unités mobiles exécutent réellement l'ordre. Et voici quelque chose dont les gens ne parlent pas. Ces équipages gardent le droit de contester un ordre illégal ou douteux. Ils sont formés à reconnaître les irrégularités, et si nécessaire, à refuser catégoriquement un ordre. Il y a en fait eu 2 moments où des officiers soviétiques ont pris des décisions qui ont sauvé le monde. Le dernier cas impliquait Stanislav Petrov. En 1983, alors qu'il travaillait dans une station radar soviétique, prêt à déjeuner, les sirènes d'alarme ont soudain retenti. Il n'avait entendu cette alarme que pendant des exercices, mais aucun n'était prévu aujourd'hui. C'était imprévu et inattendu. Une alarme glaçante annonçait le lancement de 5 missiles intercontinentaux Minuteman par les États-Unis, fonçant droit sur lui. Petrov avait été formé pour ce moment précis. Son travail consistait à décrocher le téléphone, signaler le lancement et déclencher une chaîne d'événements qui pourrait libérer 36 000 ogives soviétiques sur les auteurs de l'attaque, sans aucun doute les États-Unis. C'était le sommet de la guerre froide, et quelque chose clochait. 5 missiles ? Impossible que ce soit une première frappe. On lui avait dit que l'Amérique dépasserait les Soviétiques, qui devraient alors riposter avec tous leurs moyens. Ça lui a semblé être un bug informatique. Il ne savait pas pourquoi, mais son instinct le lui disait. Pourtant, il avait très peu de temps, et le système exigeait pratiquement qu'il confirme une attaque, au niveau le plus élevé possible. Chaque hésitation faisait perdre un temps précieux si c'était réel. Malgré les ordres et son instinct, il a aussitôt rejeté l'alerte comme un dysfonctionnement. Et il avait raison. Les satellites avaient en fait confondu la lumière du soleil réfléchie sur les nuages avec la traînée d'un missile. Le pari discret de Petrov a sauvé des centaines de millions de vies. Incroyablement, il l'a fait uniquement avec de l'hésitation. Et une intuition. Et ce n'était que le récit le plus récent d'un officier soviétique ayant littéralement sauvé le monde entier. Vous connaissez sûrement la crise des missiles de Cuba. Cette confrontation tendue de 2 semaines en octobre 1962, où le monde a frôlé la destruction. Des avions espions américains ont découvert des missiles soviétiques à Cuba, poussant Kennedy à imposer une quarantaine navale. Des destroyers américains patrouillaient les mers pour obliger les sous-marins soviétiques à émerger. Leur arme principale était de petites charges de profondeur, des tirs de semonce pour signaler les menaces sous-marines russes sans les couler. En profondeur, à bord du sous-marin soviétique B-59, l'équipage n'avait aucune idée que ces explosions étaient destinées qu'au bateau à servir de message. Isolé de Moscou, suffocant sous 49 degrés Celsius et un taux de monoxyde de carbone 2 élevé, ils croyaient la guerre déjà commencée. Le capitaine Valentin Savitsky, persuadé d'une attaque, ordonna d'armer la torpille nucléaire du sous-marin avec l'accord de son officier politique. Un lancement unique aurait entraîné des représailles incontrôlables. Seul Vassili Arkhipov s'y est opposé. Chef d'état-major de la flottille, il détenait un droit de veto. Il affirmait que les Américains ne voulaient pas les tuer, juste les faire partir. Malgré une forte opposition, il a refusé d'approuver la frappe. Savitsky a finalement cédé et remonté à la surface. Seul le Kremlin ignorait alors que le sang-froid d'Arkhipov a peut-être évité qu'octobre 1962 ne marque la fin de l'histoire. Ces histoires montrent que les vraies failles du système ne sont pas seulement les réseaux électroniques, mais aussi les humains. Si le commandement nucléaire soviétique retardait les décisions avec ses mallettes et ses colonels, la Russie de Poutine y ajoute la complexité de la politique. Les médias d'État le montrent, comme un homme fort torse nu, affrontant des ours et dictant l'histoire d'un geste. Mais en réalité, même Poutine doit évoluer au sein d'un réseau de dépendance fragile. Premier obstacle, le principal soutien de Poutine, les milliardaires russes. Ces oligarques sont la bouée de l'économie russe. Des hommes comme Oleg Deripaska, un magnate des métaux qui a toujours essayé de naviguer entre Moscou et les marchés occidentaux. Il y a aussi Vladimir Potanin, le magnat du nickel dont l'empire dépend des exportations mondiales. Ces types ne rêvent pas vraiment d'un hiver nucléaire. Ils rêvent de choses bien plus confortables, comme des villas en Sardaigne et des comptes bancaires suisses qui ne sont pas perpétuellement gelés par des sanctions occidentales vindicatives. Si Poutine appuyait sur le bouton, leur fortune déjà fragilisée par les sanctions disparaîtrait aussitôt. À quoi sert un yacht à 500 millions si la Méditerranée est radioactive ? Le soutien des oligarques à Poutine est fondé sur un paradoxe. Oui, ils tolèrent ces guerres et ces fanfaronnades, tant que cela ne détruit pas totalement leur capacité à faire des affaires à l'étranger. Une frappe nucléaire détruirait ces liens restants, anéantissant la fortune des oligarques et la sécurité financière de Poutine. Les oligarques, malgré leur loyauté, tombent mystérieusement par la fenêtre dès qu'il dévient du rang.
Leur instinct de survie freine fortement Poutine. Ensuite, il y a la direction militaire de la Russie. L'ex-ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, était souvent présenté avec Poutine comme l'architecte de la campagne militaire russe en Ukraine. Mais la position soigneusement calculée de Shoïgu avant son transfert en 2024 à la tête du Conseil de sécurité russe en dit long. Il dépassait rarement l'escalade conventionnelle, préférant préserver la crédibilité de l'armée plutôt que de tout risquer dans une apocalypse. Les généraux russes peuvent parfois sembler complètement incompétents, mais même eux savent qu'un lancement nucléaire ne mettrait pas seulement fin à l'OTAN, il mettrait aussi fin à leur propre existence. Leurs familles, leurs dachas, leurs comptes bancaires sont tout aussi vulnérables que ceux de n'importe qui d'autre. Ce n'est pas l'armée rouge de Babouchka, prête à mourir en masse pour une idéologie. C'est une classe dirigeante avec des hypothèques à Londres et des appartements à Dubaï. Comme Arkhipov ou Petrov, lorsque les missiles clignotent sur le radar, ce seront peut-être eux qui hésiteront. Enfin, il y a le service fédéral de sécurité, le successeur spirituel du KGB, ainsi que l'appareil de sécurité russe au sens large. Leur priorité, c'était le contrôle intérieur, non la conquête mondiale. Réprimer, intimider les journalistes et contrôler les élites requièrent un État efficace. Les armes nucléaires et un appareil d'État fonctionnel ne sont pas exactement synonymes. Les lancer anéantiraient probablement la capacité de la Russie à se gouverner elle-même, en même temps que tous les dégâts que cela pourrait causer aux ennemis présumés de la Russie. Pour le service fédéral de sécurité et pour Poutine, les armes nucléaires servent à dissuader, pas à être utilisées. Les menacer, les brandir ou en exhiber sur la place rouge pour gagner des points politiques. Mais les utiliser, c'est sans doute l'ultime auto-sabotage. Même si Poutine parvenait à unir oligarques, généraux et polices secrètes, il se heurterait toujours au mur de l'OTAN. L'article 5 de l'Alliance est célèbre pour son absence d'ambiguïté. C'est ce qui se rapproche le plus d'une police d'assurance garantie pour l'humanité. Attaquez-en un, tous vous démolissent. C'est logique. La Russie a envisagé ce scénario depuis des décennies. La riposte ferait mal, à court comme à long terme. Les bombes nucléaires, B-61 américaines, sont stockées en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et en Turquie. Les 4 sous-marins Trident de la Royal Navy glissent silencieusement sous les vagues. La menace nucléaire du pays est ainsi constamment mobile et imprévisible, chaque sous-marin transportant jusqu'à 40 ogives. Parallèlement, la dissuasion française conserve près de 300 ogives. Au total, l'Occident possède plus de 5500 armes nucléaires. L'arsenal de la Russie pourrait être légèrement plus important. Mais lors d'un échange nucléaire, qui compte vraiment? Si la Russie frappait Varsovie ou Berlin, l'OTAN ne reculerait pas. Au contraire, cela déclencherait les tridents britanniques, les bombardiers français et les armes américaines venant de tous les horizons. Le bouton rouge ferait de Poutine le cosignataire d'un pacte de mort. Un autre élément complique le calcul nucléaire russe. Bien que Poutine évoque la fraternité eurasienne et un partenariat illimité avec Pékin, la Russie reste très dépendante de la Chine. En 2021, les échanges annuels entre les deux pays ont atteint 147 milliards de dollars, et depuis l'invasion de l'Ukraine, les marchés et banques chinois soutiennent financièrement la Russie. Une bouée de sauvetage peut aussi devenir une laisse. Les banques chinoises, telles que la Banque de Chine et la Industrial and Commercial Bank of China, ont contourné les sanctions occidentales en limitant discrètement les transactions jugées risquées. Elles accordent bien plus d'importance à l'accès au marché du dollar et de l'euro qu'à venir en aide à la machine de guerre de Moscou. Si Poutine utilisait l'arme nucléaire, Pékin le couperait sûrement définitivement. Xi Jinping n'aurait pas pu être plus clair sur ce point. Aux côtés de Vladimir Poutine en février 2022, il a affirmé que les armes nucléaires ne doivent ni être utilisées, ni entraîner de guerre. Il semblait le penser vraiment. La Chine a déjà condamné l'irresponsabilité nucléaire, même de la part de la Corée du Nord, son supposé allié. Pour Xi Jinping, stabilité mondiale rime avec marge bénéficiaire. La guerre nuit aux affaires, ce qui explique sans doute pourquoi il n'a pas encore envahi Taïwan. La guerre nucléaire est la pire chose. Si Vladimir Poutine lançait une attaque, il affronterait des représailles occidentales et risquerait l'annihilation. Il perdrait son dernier grand partenaire commercial, étranglerait son économie déjà chancelante et se mettrait à dos ses alliés. Vladimir Poutine menace d'un Armageddon nucléaire, mais la structure de son pouvoir et les réalités mondiales l'empêcheront de passer à l'acte. Cela ne signifie pas qu'il cesse d'en parler. Au contraire, il le fait sans cesse. Sur les 3 dernières années, une tendance apparaît. En septembre 2022, les troupes russes ont vacillé face aux contre-offensives ukrainiennes près de Kharkiv. Vladimir Poutine a affirmé devant les caméras qu'il ne bluffait pas sur l'usage d'armes nucléaires.
En octobre, les livraisons occidentales de systèmes de défense aérienne menaçaient sa campagne de missiles. Le Kremlin a alors accusé Kiev de préparer une attaque à la bombe sale. En mars 2023, alors que l'OTAN envoyait de nouveaux chars, Poutine annonça vouloir déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Chaque menace coïncidait avec des revers russes ou des aides occidentales. Chacune était conçue moins pour lancer des ogives que pour effrayer les publics occidentaux. C'est un simple bluff nucléaire, outil au riche passé géopolitique. Richard Nixon a dit à ses assistants vouloir que Hanoï le pense assez imprévisible pour envisager l'usage d'armes nucléaires afin de les forcer à se rendre. La théorie du fou, perfectionnée par Henry Kissinger. Poutine a appliqué une version de cette théorie avec sa propre touche menaçante, empoisonnant des dissidents à l'étranger, emprisonnant des opposants chez lui et défiant ouvertement le droit international. Pour le monde, il pourrait être assez fou pour appuyer sur un bouton. C'est exactement ce qu'il veut. Même si un observateur attentif verrait que ces menaces nucléaires ont toujours suivi un scénario soigneusement préparé. Les menaces conventionnelles viennent d'abord, suivies d'allusions tactiques. Ce n'est qu'ensuite que des références vagues à des conséquences stratégiques apparaissent, toujours enveloppées d'assez d'ambiguïté pour que tout le monde reste dans le doute. Les capitales occidentales décryptent mieux les signes. Les services de renseignement américains surveillent en permanence la préparation nucléaire russe, observant mouvements de troupes près des dépôts et état des bases de bombardiers, à long rayon d'action. Les chefs de la CIA ont alerté sur des signes que la Russie prépare une guerre nucléaire. L'OTAN consulte via son groupe de planification nucléaire, ajustant ses réponses et sa communication pour montrer prudence et détermination. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a même appelé Vladimir Poutine directement à plusieurs reprises pour lui rappeler que l'Europe prend la menace au sérieux, mais qu'elle ne se laissera pas intimider. Les appels, tout comme les menaces elles-mêmes, surviennent généralement lors de moments de crise, lorsque la guerre tourne en défaveur de la Russie. Tout cela s'est déjà produit auparavant. En 1962, la crise des missiles de Cuba a failli plonger le monde dans le chaos. John F. Kennedy a transpiré 13 jours durant. Son ex-comité a débattu sans cesse, bombardé Cuba ou continué à respirer. Finalement, les esprits plus calmes ont prévalu. Les ogives nucléaires sont restées dans leur silo. 20 ans plus tard, l'OTAN a mené l'exercice Able Archer, si réaliste que les soviétiques ont failli croire à une vraie attaque et réagir. La peur a mené à la création de la ligne directe Washington-Moscou, le téléphone rouge pour éviter des malentendus catastrophiques. La Russie post-soviétique n'a pas oublié ses leçons de la guerre froide. En 1993, Moscou a discrètement abandonné la célèbre promesse de non-recours en premier de l'Union soviétique, ce qui signifie qu'en théorie, les armes nucléaires pourraient être utilisées en premier. Cela semble effrayant, mais sous Poutine, les conditions se sont durcies. En 2000, les armes nucléaires ne visaient que les menaces existentielles. En 2020, la doctrine a réaffirmé sa position. La rhétorique laisse penser que Moscou a un bouton sous chaque bureau. Mais la réalité est plus ennuyeuse. Les hauts gradés russes prônent toujours la retenue. Des hommes comme Valery Gerasimov, le chef d'état-major aguerri de Poutine, sont peut-être loyaux, mais ils ont grandi dans un système qui leur a inculqué une seule leçon. Personne ne gagne une guerre nucléaire. Même si Poutine violait ses règles, le système nucléaire russe n'est pas un simple bouton magique. Les lignes de commandement russes passent encore par des câbles vieillissants, du genre qui pourraient être coupés en cas de crise. Leurs satellites dépendent de pièces fabriquées en Occident, que Moscou ne peut pas remplacer, et les réseaux de secours ont été négligés pendant des décennies. L'Amérique n'est pas meilleure. En 2016, ces silos à missiles utilisaient encore un système des années 1970 avec des disquettes de 8 pouces. Même si un ordre quittait le Kremlin, rien ne garantit qu'il atteindrait rapidement ou clairement les équipes de missiles. Et ces équipes ne sont pas des robots. Ils travaillent en binôme, avec des codes qui expirent chaque jour, et des clés qui doivent être tournées simultanément. Tout vise à empêcher qu'un seul homme décide irréfléchiment de la fin du monde. Supposons que tout fonctionne parfaitement et qu'un missile soit lancé. Les conséquences économiques toucheraient immédiatement la Russie. Les banques internationales couperaient à Moscou encore plus complètement qu'elles ne l'ont déjà fait. L'Europe ciblerait ses voies pétrolières et gazières. Le 2 roubles s'effondrerait et les économies disparaîtraient en voir du jour au lendemain. L'approvisionnement de la Russie en puces électroniques, pièces d'avion, voire même en médicaments de base, s'assècherait. Au-delà, le monde entrerait dans la 3e guerre mondiale. Et c'est pourquoi Poutine brandit des armes nucléaires, mais ne les utilise jamais. La menace lui donne un certain levier. Leur utilisation le détruirait.